Au cœur du IVe siècle avant notre ère, dans une Macédoine encore en marge des grandes puissances du monde grec, naquit un jeune garçon destiné à changer la face du monde connu. Alexandre, fils de Philippe, roi de Macédoine, vint au monde en l'an 356 avant Jésus-Christ, à Péla, la capitale du royaume. Dès sa naissance, les présages, les ambitions royales et les attentes entourèrent sa personne. Sa mère, Olympias, issue d'une lignée royale épirote, lui transmit une fierté farouche et une profonde croyance en un destin exceptionnel. Son père, Philippe de Leu, était quant à lui un stratège de génie, un bâtisseur d'empire, déterminé à unir les cités grecques sous son autorité pour faire front commun contre l'ennemi séculaire de la Grèce, l'empire perse des Achéménides. Dès sa jeunesse, Alexandre fut éduqué par les meilleurs. À l'âge de 13 ans, il devint l'élève d'Aristote, l'un des plus grands penseurs de son temps. Sous sa direction, Alexandre étudia la philosophie, la logique, la médecine, mais aussi la géographie, la zoologie et les poèmes d'Homère, qu'il considérait comme des sources d'inspiration. Il portait avec lui en permanence un exemplaire de l'Iliade annoté par son maître. L'enseignement d'Aristote forgea un esprit curieux, analytique et profondément respectueux de la culture grecque, qu'Alexandre ambitionnerait plus tard de diffuser au-delà des frontières hellènes. Mais l'apprentissage du futur conquérant ne fut pas seulement intellectuel. Philippe veilla à ce que son fils reçoive une éducation militaire rigoureuse. Il fut initié très tôt aux tactiques de la phalange macédonienne, à l'équitation, aux arts martiaux et à l'endurance physique. À l'âge de 16 ans, Alexandre administra déjà le royaume en l'absence de son père, parti en campagne. Lorsqu'une rébellion éclata en Thrace, il la réprima avec une efficacité qui surprit même les plus expérimentés des officiers. En l'an 338 avant notre ère, à la bataille de Chéronée, Alexandre, âgé de seulement 18 ans, commandait l'aile gauche de l'armée macédonienne. Cette bataille fut décisive. Elle opposa les forces unifiées d'Athènes et de Thèbes à l'armée de Philippe. Le jeune Alexandre joua un rôle déterminant en brisant les lignes ennemies, contribuant ainsi à la victoire totale de son père. Cette démonstration de bravoure et de compétence militaire renforça sa légitimité et sa réputation parmi les Grecs, comme parmi les Macédoniens. La domination macédonienne sur la Grèce devint alors une réalité. Philippe, en stratège avisé, forma la Ligue de Corinthe, une coalition des cités grecques placées sous son autorité, dont l'objectif affiché était d'unifier les Grecs pour une expédition punitive contre l'Empire perse. Cependant, en l'an 336 avant notre ère, Philippe fut assassiné lors d'une célébration à Aïgaï, la capitale cérémonielle de la Macédoine. Alexandre, alors âgé de 20 ans, accéda au trône dans un climat d'incertitude et de complot. Rapidement, il élimina ses rivaux potentiels, sécurisa sa position et réprima plusieurs rébellions internes. La mort de Philippe avait réveillé les velléités d'indépendance de nombreuses cités grecques. Thèbes, en particulier, tenta de se soustraire à l'autorité macédonienne. Alexandre réagit avec une célérité et une brutalité exemplaires. En l'an 335 avant notre ère, il assiégea et détruisit Thèbes, n'épargnant que les temples et la maison du poète Pindare. Cette démonstration de force frappa les esprits dans tout le monde grec. Il ne tolérerait aucune dissidence. Athènes, effrayée, se soumit sans combattre. Ayant assuré la stabilité de la Grèce et consolidé son autorité, Alexandre se tourna vers l'objectif que son père n'avait pas eu le temps de réaliser, la conquête de l'Empire perse. À cette époque, l'Empire achéménide, bien que vaste et encore puissant, était affaibli par des luttes internes et un appareil administratif souvent corrompu. Darius III, le dernier grand roi de Perse, était monté sur le trône depuis peu
et son autorité était contestée dans certaines régions de l'Empire. En l'an 334 avant notre ère, Alexandre franchit l'Hellespont, à la tête d'une armée d'environ 35 000 hommes, composée de Macédoniens, de Grecs et d'Alliés. Il débarqua en Asie mineure, marquant symboliquement le début de sa grande campagne contre les Perses. À son arrivée, il visita le site mythique de Troie, rendant hommage à Achille, son héros préféré. Ce geste n'était pas seulement religieux ou symbolique, il marquait l'idée qu'il se plaçait dans la continuité des héros homériques, destinés à réaliser des exploits comparables à ceux des demi-dieux de l'Antiquité. La première grande confrontation entre les troupes d'Alexandre et les forces perses eut lieu à la bataille du Granique, une rivière d'Asie mineure. Malgré le terrain difficile et une position défensive avantageuse pour les Perses, Alexandre remporta une victoire éclatante. Il mena personnellement la charge de cavalerie et faillit être tué au combat, sauvé de justesse par l'un de ses officiers. Cette victoire permit aux troupes macédoniennes de prendre le contrôle de toute la côte égéenne, et de nombreuses cités grecques d'Asie mineure, autrefois soumises à l'autorité perse, ouvrirent leurs portes à Alexandre sans résistance. Dans les mois qui suivirent, il poursuivit sa progression vers le sud, libérant les villes de la côte et consolidant sa présence en Anatolie. Il fit preuve d'une politique habile, respectant les traditions locales, maintenant les élites en place lorsqu'elles se montraient coopératives, et se présentant non comme un conquérant destructeur, mais comme un libérateur grec. Parallèlement à sa stratégie militaire, Alexandre développa une stratégie politique fondée sur l'intégration progressive des territoires conquis. Il comprenait que l'Empire perse ne pouvait être détruit uniquement par la force. Il devait aussi convaincre, séduire, rallier. Pour cela, il s'appuya sur une communication savamment orchestrée, sur des rituels symboliques, sur l'image d'un souverain éclairé et invincible. Cette première année de campagne marqua la fin de l'innocence militaire d'Alexandre et le début d'une aventure qui allait bouleverser l'équilibre du monde antique. Le jeune roi de Macédoine devenait aux yeux de ses contemporains bien plus qu'un général victorieux. Il incarnait une nouvelle ère. La chute de l'Empire perse ne faisait que commencer. Lorsqu'Alexandre poursuivit sa marche vers l'Est après la victoire du Granique, il était clair que la campagne contre les Perses ne se limiterait pas à quelques escarmouches en Asie mineure. Son objectif était désormais pleinement assumé, renverser l'empereur Darius III et mettre fin à la domination achéménide sur le monde oriental. Pour y parvenir, il devait traverser des territoires vastes, complexes et farouchement défendus, où chaque pas l'éloignait un peu plus de sa base logistique en Macédoine. Après la victoire initiale, Alexandre continua de longer la côte sud de l'Asie mineure. Il prit Halicarnasse après un long siège, démontrant sa capacité à mener des opérations de siège prolongées, en plus de ses talents dans les batailles rangées. Cette ville, fortement fortifiée et soutenue par une flotte perse, représenta un véritable défi. Mais la ténacité macédonienne, combinée à la stratégie d'encerclement et à l'utilisation de machines de siège sophistiquées, finit par faire tomber la cité. Ce succès permit à Alexandre de sécuriser l'arrière de son armée et de s'assurer que la flotte perse ne disposerait plus de base en mer Égée. Il poursuivit ensuite sa marche à travers les montagnes de la Lycie, la Pamphylie et la Pisidie. Ces régions difficiles d'accès étaient habitées par des peuples montagnards peu enclins à se soumettre. Alexandre opta pour une stratégie d'intimidation et d'intégration. Il alterna entre la prise de forteresses et l'instauration d'administrations locales dirigées par des élites coopératives. Dans chaque ville, il instaurait la démocratie ou réinstallait les gouvernements favorables aux Bétias grecs, gagnant ainsi la loyauté des populations
sans devoir recourir à des destructions massives. Au printemps de l'année 333 avant notre ère, Alexandre atteignit la ville de Gordion, célèbre pour le nœud gordien, que nul n'était parvenu à défaire. Selon la légende, celui qui réussirait à le délier serait destiné à régner sur l'Asie. Devant ses officiers, Alexandre trancha le nœud d'un coup d'épée, interprétant l'acte comme une victoire sur le destin. Cet épisode, largement diffusé dans ses rangs et au-delà, renforça encore son image de chef invincible et favori des dieux. Mais alors que l'armée avançait, Darius III rassemblait ses forces. Il ne pouvait plus ignorer la menace que représentait Alexandre. En rassemblant une armée gigantesque, Darius espérait écraser l'invasion macédonienne d'un seul coup décisif. Les deux armées se rencontrèrent près de la ville d'Issos, au nord de la Phénicie, à la fin de l'année 333 avant notre ère. La bataille d'Issos allait marquer un tournant majeur dans l'histoire de la conquête d'Alexandre. Malgré une infériorité numérique notable, les troupes d'Alexandre profitèrent de la topographie du terrain, qui réduisait l'avantage de masse des Perses. Alexandre plaça sa cavalerie sur l'aile droite, tandis que Parménion commandait l'aile gauche. L'assaut fut mené avec une précision redoutable. Alexandre, comme à son habitude, mena personnellement l'attaque contre le centre ennemi, cherchant à atteindre directement le roi perse. Darius, pris de panique devant l'assaut furieux des Macédoniens, quitta le champ de bataille, provoquant la débandade de son armée. La victoire fut totale. Le camp royal perse fut capturé, ainsi que de nombreux membres de la famille de Darius, dont sa mère, son épouse et ses filles. Alexandre, dans un geste qui frappa les contemporains, les traita avec un profond respect, assurant leur sécurité et leur dignité. Ce comportement, bien que stratégique, montrait aussi sa volonté d'être perçu non comme un barbare, mais comme un souverain éclairé. À la suite de cette victoire, les routes du Levant s'ouvrirent à lui. Il marcha vers le sud, prenant les cités phéniciennes une par une. Certaines, comme Sidon, se soumirent sans résistance. D'autres, comme Tyr, opposèrent une résistance acharnée. Le siège de Tyr, qui dura plusieurs mois, fut l'un des épisodes les plus marquants de la campagne. Située sur une île fortifiée et protégée par une flotte, la ville semblait imprenable. Alexandre fit construire une digue reliant l'île au continent, utilisant des tonnes de débris, de bois et de pierres, malgré les attaques incessantes des défenseurs. Lorsque la digue fut achevée, Alexandre lança l'assaut final, appuyé par sa flotte. La ville fut prise, et en représailles à sa résistance prolongée, de nombreux habitants furent tués ou réduits en esclavage. Ce siège démontra la détermination implacable d'Alexandre et sa volonté de punir sévèrement ceux qui s'opposaient à sa domination. De Tyr, il se dirigea vers Gaza, une autre forteresse qui refusa de se rendre. Là encore, un long siège fut nécessaire, au cours duquel Alexandre fut blessé à l'épaule par un projectile. Une fois la ville prise, il fit exécuter le commandant perse en le traînant derrière un char, à la manière d'Achille avec Hector, selon la légende homérique. Après Gaza, Alexandre entra en Égypte, où il fut accueilli en libérateur. Les Égyptiens, lassés de la domination perse, voyaient en lui un nouveau pharaon. Il fonda la célèbre ville d'Alexandrie, sur les rives de la Méditerranée, conçue pour devenir un centre de commerce et de culture. Il se rendit ensuite à l'oasis de Siwa, où l'oracle d'Amon le reconnut comme le fils de Zeus. Cet événement renforça le culte de la personnalité d'Alexandre et son autorité divine auprès de ses proches troupes. Fort de son prestige grandissant, Alexandre se prépara alors à affronter une nouvelle fois Darius, qui avait rassemblé une nouvelle armée encore plus colossale. Les deux camps allaient bientôt se retrouver dans la plaine de Gaugamel pour une bataille qui déciderait du sort de l'Empire perse. À ce stade de la campagne,
Alexandre n'était plus simplement un général macédonien. Il était devenu un mythe vivant, un chef d'empire en devenir. Dans les premiers jours de l'année 331 avant notre ère, Alexandre et son armée quittèrent l'Égypte pour reprendre la campagne contre les Perses. Après avoir consolidé sa présence dans la vallée du Nil, fondé Alexandrie et reçu la reconnaissance de son statut divin à l'oasis de Siwa, il retourna en Asie avec une armée renforcée, aguerrie et profondément fidèle. L'objectif désormais était clair, renverser définitivement Darius III et prendre le contrôle du cœur de l'Empire, achéménide. Alexandre franchit à nouveau la Syrie et l'Euphrate, avançant méthodiquement à travers la Mésopotamie. Darius, de son côté, avait mobilisé une armée gigantesque, recrutée dans toutes les provinces de son immense empire. Les chiffres transmis par les chroniqueurs antiques sont probablement exagérés, mais il est certain que les forces perses dépassaient largement les effectifs d'Alexandre. Darius avait choisi de livrer bataille dans la plaine de Gogamel, près de l'actuel Mossoul, un terrain qu'il fit préparer à l'avance pour faciliter le déploiement de ses chars et de sa cavalerie. Alexandre, toujours attentif aux détails logistiques, avança avec prudence. Il savait que la puissance perse ne devait pas être sous-estimée, malgré les victoires passées. Il inspecta longuement le terrain, mena des reconnaissances nocturnes et mit au point une stratégie adaptée. Le matin de la bataille, alors que l'armée perse s'étendait à perte de vue, Alexandre disposa ses troupes de manière à maximiser leur mobilité et leur efficacité. Il plaça l'infanterie macédonienne, organisée en phalanges, au centre, flanquée par des unités légères et des archers. La cavalerie, dont il prenait personnellement le commandement, fut placée sur l'aile droite. Parménion commandait l'aile gauche face à la puissante cavalerie perse. La stratégie d'Alexandre consistait à attirer les troupes ennemies vers la gauche pour ensuite frapper rapidement le centre, là où se trouvait Darius. La bataille de Gogamel fut l'un des affrontements les plus décisifs de l'Antiquité. Dès le début, la pression exercée sur l'aile gauche mit les Macédoniens en difficulté. Mais Alexandre ne perdit pas son sang-froid. Il attendit le bon moment, puis lança sa cavalerie dans un mouvement oblique vers le centre ennemi. Ce mouvement, parfaitement coordonné, prit les Perses de court. Alexandre se dirigea droit vers le char de Darius, semant la panique dans les rangs adverses. Une fois encore, Darius prit la fuite, abandonnant son armée et son char. Ce geste, interprété comme un acte de lâcheté, démoralisa ses troupes. La bataille tourna rapidement à l'avantage des Macédoniens. Les pertes furent énormes du côté perse, tandis qu'Alexandre conserva l'essentiel de ses forces. La route vers Babylone, capitale de la Chaldée, s'ouvrait désormais. Après Gogamel, Alexandre avança vers Babylone sans rencontrer de résistance majeure. Les habitants, conscients de la défaite de Darius et séduits par la promesse de clémence d'Alexandre, ouvrirent les portes de la ville. Babylone, l'une des cités les plus prestigieuses du monde antique, offrait à Alexandre non seulement un centre administratif important, mais aussi un symbole fort, celui du transfert de pouvoir entre deux mondes. Alexandre se montra magnanime. Il respecta les cultes locaux, rétablit les anciens prêtres et ordonna des sacrifices traditionnels aux divinités mésopotamiennes. Il comprenait l'importance d'intégrer les cultures dominées au lieu de les écraser. Cette approche pragmatique lui permit de consolider rapidement son autorité et d'installer une administration favorable. Après Babylone, Alexandre marcha vers Suse, une autre capitale impériale, située plus à l'est. Là aussi, il fut accueilli sans combat. Il s'empara d'un immense trésor, constitué de plusieurs centaines de tonnes d'or, d'argent et de pierres précieuses. Ce butin colossal fut redistribué pour payer les soldats, financer la poursuite de la guerre et renforcer les infrastructures militaires. Mais le cœur de l'Empire
achéménide restait encore hors de portée. Darius, bien qu'affaibli, s'était réfugié dans la région de l'Ecbatane, au nord-est. Alexandre, déterminé à capturer le roi en fuite, continua sa progression. En chemin, il prit Persépolis, la capitale cérémonielle de l'Empire perse. Cette cité, résidence des rois achéménides depuis des siècles, symbolisait la grandeur de la dynastie. Persépolis, perché sur un plateau, était un joyau d'architecture et de richesse. Alexandre y entra en conquérant, mais également en héritier. Il organisa des cérémonies solennelles, visita les palais de Darius et de Xerxès et permit à ses troupes de piller la ville. Ce pillage, sans doute dicté par une volonté de vengeance pour les invasions perses passées en Grèce, se termina par l'incendie du palais royal, un acte controversé. Selon certaines sources, Alexandre aurait regretté cet incendie, influencé par une courtisane grecque et par le désir de revanche. D'autres interprétations y voient un acte symbolique, la fin d'un monde, la destruction volontaire d'un centre du pouvoir perse pour marquer le début d'un nouvel ordre. Quoi qu'il en soit, la destruction de Persépolis marqua un tournant. Alexandre n'était plus seulement un libérateur des Grecs, il devenait maître d'un empire asiatique. Peu après, Alexandre reçut des nouvelles. Darius avait été trahi par ses propres satrapes. Bessos, l'un de ses généraux, l'avait capturé, espérant se poser comme successeur légitime. Alexandre se lança immédiatement à sa poursuite. Lorsqu'il atteignit enfin le camp de Bessos, il découvrit que Darius avait été poignardé et laissé mourant. Il retrouva le roi perse agonisant dans un chariot abandonné. Alexandre ordonna qu'on le soigne, mais il était trop tard. La mort de Darius fut un moment de transition. Alexandre, dans un geste politique fort, fit enterrer le roi avec les honneurs dus à un empereur. Il se déclara successeur légitime des Achéménides, assumant pleinement le titre de roi d'Asie. Ce geste n'était pas simplement symbolique, il représentait la fusion de deux mondes. Alexandre allait désormais gouverner non plus comme un roi grec, mais comme un souverain oriental, entouré de rituels et de coutumes propres à l'empire qu'il venait de conquérir. Après la mort de Darius III, Alexandre entama une nouvelle phase de sa conquête. Il ne s'agissait plus seulement de vaincre un ennemi, mais de gouverner un empire immense, morcelé et culturellement diversifié. En revendiquant l'héritage des rois achéménides, Alexandre prit une décision audacieuse. Il entreprit d'unifier les traditions grecques et perses, cherchant à créer une forme d'administration mixte, où les élites orientales auraient leur place aux côtés des officiers macédoniens. Ce projet, cependant, ne fut pas sans résistance. Pour asseoir son autorité sur les territoires orientaux, Alexandre poursuivit sa campagne vers le nord-est, en direction de l'ancienne Bactriane, une région montagneuse correspondant à l'actuel Afghanistan et au sud du Tadjikistan. Ce territoire, éloigné du centre impérial, était de réputé pour son hostilité, ses forteresses imprenables et ses seigneurs locaux peu enclins à se soumettre. La résistance était tenace, et la géographie rendait tout progrès difficile. Alexandre comprit rapidement qu'il ne suffisait pas de gagner des batailles pour contrôler ces régions. Il devait construire des routes, établir des garnisons, fonder de nouvelles cités et assurer une présence militaire permanente. C'est dans cette optique qu'il créa de nombreuses fondations portant son nom, les fameuses Alexandries, qui servaient à la fois de centre militaire, d'administration locale et de pôle culturel destiné à diffuser l'hellénisme. Dans cette période, il fit face à plusieurs insurrections menées par des chefs locaux. L'un des plus tenaces fut Spitamenès, satrape de Sogdiane, qui mena une véritable guérilla contre les troupes macédoniennes. Pendant de longs mois, Alexandre dut adapter ses tactiques, fragmenter ses forces, établir des alliances locales et mener une guerre d'usure
dans des régions difficiles d'accès. Il fit appel à des unités plus mobiles, construisit des forteresses et imposa une discipline de fer à ses pétroupes. C'est aussi durant cette phase qu'il épousa Roxane, la fille d'un noble bactrien. Ce mariage, hautement symbolique, visait à renforcer les liens avec les élites locales et à légitimer son pouvoir aux yeux des populations d'Asie centrale. Cette union fut bien accueillie par ses nouveaux sujets, mais suscita des critiques dans son entourage macédonien, peu habitué à voir leur roi épouser une femme étrangère selon les rites locaux. Parallèlement à ses campagnes militaires, Alexandre réorganisait l'administration de l'Empire. Il nomma des satrapes perses dans certaines régions, tout en conservant des commandants grecs et macédoniens à des postes clés. Il tenta de fusionner les deux cultures en intégrant des soldats perses dans son armée, en adaptant certains rites de cour et en se présentant comme un roi oriental, adoptant les vêtements, les coutumes et même les gestes cérémoniels des Achéménides. Cette évolution déconcerta nombre de ses compagnons d'armes. Certains officiers virent dans ces gestes une trahison de l'identité grecque. Les tensions montèrent, notamment lorsqu'Alexandre exigea que ses sujets s'inclinent devant lui selon la proskynése, une forme de prosternation traditionnelle en Perse. Pour les Grecs, ce geste n'était réservé qu'aux dieux, et beaucoup refusèrent de s'y soumettre. Alexandre dut revenir sur cette mesure face à l'opposition généralisée. D'autres tensions apparurent dans les rangs de l'armée. Alexandre avait commencé à intégrer des soldats orientaux dans ses unités, allant jusqu'à former des contingents d'élite composés de jeunes Perses formés à la manière macédonienne. Cette politique d'intégration visait à préparer une armée impériale unifiée, mais elle heurta profondément les anciens compagnons du roi qui voyaient leur statut remis en cause. L'épisode connu sous le nom de la conjuration des pages illustre ce climat de suspicion. Un groupe de jeunes nobles macédoniens chargés du service personnel du roi fut accusé de complot contre lui. Le complot fut déjoué, les coupables exécutés, mais l'affaire révéla les tensions internes et la distance croissante entre Alexandre et son entourage d'origine. Un autre événement marquant fut l'exécution de Callisthène d'Olynte, neveu d'Aristote et historiographe officiel de la campagne. Opposé aux dérives orientalisantes du roi, Callisthène critiqua publiquement la proskynése et fut accusé de complot. Il mourut en captivité, provoquant l'indignation parmi les intellectuels grecs. Malgré ces tensions, Alexandre poursuivit son projet de fusion culturelle avec une détermination inébranlable. Il organisa à Suse une cérémonie spectaculaire, connue sous le nom des « Noces de Suse », durant laquelle plusieurs centaines de ses officiers épousèrent des femmes perses de haute lignée. Alexandre lui-même prit pour épouse une fille de Darius, renforçant ainsi son image de successeur légitime des rois perses. Cette politique visait à créer une nouvelle élite impériale, à mi-chemin entre l'Orient et l'Occident. Mais si ces mesures trouvèrent un certain écho parmi les élites locales, elles ne firent qu'amplifier le malaise parmi les vétérans macédoniens qui se sentaient de plus en plus exclus du pouvoir. À cette époque, Alexandre envisageait déjà de nouvelles conquêtes. Après avoir pacifié les régions orientales, il porta son regard vers l'Inde, un territoire encore plus mystérieux, réputé pour sa richesse et sa diversité. Pour y parvenir, il fallait franchir l'Hindou-Kush, affronter de nouveaux peuples et s'adapter à des conditions encore plus extrêmes. Mais l'idée de reculer ne faisait pas partie de l'univers mental d'Alexandre. À l'apogée de sa puissance, Alexandre ne se considérait plus simplement comme un roi grec, ni même comme un souverain asiatique. Il se voyait comme un maître du monde, unificateur des peuples, porteur d'une vision nouvelle de l'Empire. Son ambition n'avait pas de limite, et ses soldats, bien que fatigués, continuaient de le suivre, portés par la fascination qu'il inspirait.
Au début de l'année 326 avant notre ère, Alexandre franchit l'Hindoukouche avec son armée, entrant dans un monde nouveau, vaste, luxuriant, imprégné de traditions inconnues. Son objectif était désormais la vallée de l'Indus, une région peuplée de royaumes indépendants, de cultures riches et d'armées réputées redoutables. Ce territoire, que les Grecs appelaient simplement l'Inde, représentait l'extrême frontière orientale de leur monde connu. La traversée des montagnes fut une épreuve considérable. Le climat rigoureux, les sentiers étroits, les ressources limitées et l'altitude mirent à rude épreuve l'endurance des troupes. De nombreux soldats périrent de froid ou de maladie, et les pertes d'animaux ralentirent considérablement l'approvisionnement. Malgré cela, Alexandre conserva la discipline au sein de son armée et continua d'avancer avec détermination. Une fois les montagnes franchies, il entra en contact avec plusieurs petits royaumes locaux. Certains se soumirent immédiatement, envoyant des ambassadeurs, des présents et promettant leur loyauté. D'autres, comme le roi Poros, choisirent la résistance. Ce souverain, à la tête d'un royaume situé dans la région du fleuve Hydaspe, organisa une défense méthodique, mobilisant non seulement des soldats entraînés, mais aussi des éléphants de guerre, inconnus des troupes macédoniennes. La bataille de l'Hydaspe, qui eut lieu durant l'été de cette même année, fut l'une des plus difficiles qu'Alexandre eut à mener. Le fleuve en crue compliqua les manœuvres, et le terrain, détrempé et boueux, rendit l'avancée périlleuse. Alexandre, usant une fois de plus de sa ruse, réussit à faire traverser son armée en amont, à l'abri des regards, et à surprendre les troupes de Poros. Le choc fut brutal. Les éléphants causèrent de lourdes pertes parmi les Macédoniens, piétinant les rangs, brisant les formations. Mais grâce à leur discipline, leur flexibilité tactique et le commandement direct d'Alexandre, les troupes parvinrent à encercler l'ennemi. La cavalerie macédonienne, opérant de manière fluide sur les flancs, joua un rôle déterminant dans la victoire. Poros fut capturé vivant. Lorsqu'Alexandre lui demanda comment il souhaitait être traité, il répondit simplement « comme un roi ». Impressionné par son courage et sa dignité, Alexandre le laissa à la tête de son royaume, devenant ainsi son vassal. Ce geste s'inscrivait dans la politique d'intégration d'Alexandre, récompenser les loyaux et transformer les anciens ennemis en alliés durables. Après cette victoire, Alexandre continua vers l'est, espérant atteindre les confins de l'Inde. Mais l'état physique et moral de son armée commençait à décliner. Cela faisait plus de 8 années que les soldats avaient quitté la Macédoine. Ils avaient combattu dans des dizaines de batailles, franchi des montagnes, traversé des déserts, conquis d'immenses territoires. La fatigue, la nostalgie et la peur de l'inconnu grandissaient. Les troupes refusèrent d'aller plus loin. Face à cette opposition, Alexandre organisa un sacrifice au fleuve et aux dieux, proclamant qu'il acceptait la volonté de ses hommes. Il fit ériger 12 autels en l'honneur des dieux de l'Olympe sur les bords du fleuve Iphase, marquant ainsi symboliquement la limite orientale de son empire. Ce geste ne fut pas seulement une concession militaire, mais aussi un acte de communication politique. Il montrait qu'Alexandre restait à l'écoute de ses hommes, tout en inscrivant sa présence dans un cadre mythique. Le retour se fit par le sud, le long de l'Indus, à travers des territoires encore partiellement hostiles. Alexandre mena plusieurs campagnes pour sécuriser les régions traversées, fonda de nouvelles villes et établit des garnisons. Mais l'expédition de retour fut marquée par une dure réalité. Les combats incessants, les maladies, les chaleurs accablantes et les privations causèrent de lourdes pertes. À un moment donné, Alexandre fut gravement blessé au cours d'un assaut contre une ville fortifiée. Une flèche le frappa en pleine poitrine. L'armée, croyant leur roi mort, fut plongée dans une profonde consternation.
Mais Alexandre survécut et se montra à ses troupes peu après, porté sur un brancard, pour leur prouver qu'il vivait encore. Ce geste raviva le moral des soldats et renforça encore son image de chef indestructible. Arrivé à la mer d'Arabie, Alexandre divisa son armée. Une partie, sous le commandement de Néarque, fut chargée de revenir par la mer en longeant les côtes jusqu'au golfe Persique. Le reste suivit Alexandre à travers le désert de Gédrosie, une région aride et inhospitalière. Cette traversée fut l'une des plus tragiques de toute la campagne. Le manque d'eau, les températures extrêmes et l'absence de ravitaillement causèrent la mort de milliers de soldats et de serviteurs. Pourtant, Alexandre partagea les épreuves de ses hommes, refusant de boire si ses soldats ne pouvaient mieux le faire, ce qui renforça leur loyauté. De retour à Suse, Alexandre entreprit de réorganiser l'Empire. Il récompensa ses soldats, mais exigea également d'eux qu'ils acceptent mieux davantage de fusion avec les peuples conquis. Il imposa une série de mariages entre officiers macédoniens et femmes de Perse, espérant créer une nouvelle classe dirigeante biculturelle. Cette décision provoqua des tensions, notamment lorsqu'Alexandre fit appel à des fonctionnaires perses pour remplacer certains commandants grecs. Les frictions culminèrent lorsqu'il licencia plusieurs vétérans et les renvoya en Macédoine. Beaucoup d'entre eux prirent cela comme une offense, croyant qu'ils étaient abandonnés après des années de service. Alexandre dut faire un discours poignant pour apaiser leur colère et leur rappeler qu'ils étaient là les bâtisseurs d'un empire unique dans l'histoire. Malgré ces efforts, les tensions restaient vives. Le rêve d'un empire unifié, mêlant Orient et Occident, semblait de plus en plus difficile à concrétiser. Alexandre se rendit à Babylone, la ville qu'il envisageait de transformer en capitale impériale. Il y lança de vastes projets de construction, de canaux, de routes et de réformes administratives. C'est dans cette ville, au sommet de sa gloire, qu'Alexandre fut brusquement frappé par une fièvre intense. Les causes exactes de sa maladie restent inconnues, mais en quelques jours, son état se détériora rapidement. Entouré de ses généraux, alité dans le palais de Nabuchodonosor, Alexandre luttait contre une fièvre tenace qui ne céda jamais. Dans les derniers jours de sa vie, Alexandre le Grand se trouvait à Babylone, entouré de ses officiers les plus fidèles, de ses médecins et de l'agitation d'un empire qu'il avait forgé en à peine une décennie. La fièvre qui le frappa au mois de juin de l'année 323 avant notre ère fut soudaine et inexpliquée. Les sources antiques parlent de douleurs aiguës, de délire, d'incapacité à parler, puis d'une paralysie progressive. Malgré les soins prodigués, son état ne cessa d'empirer. La nouvelle de sa maladie se répandit rapidement dans la ville. Des soldats, des fonctionnaires et des courtisans se pressaient aux abords du palais, demandant à voir leur roi. Selon les récits transmis, Alexandre aurait ordonné que les portes soient ouvertes afin que ses troupes puissent ne défiler devant lui. Ce geste fut perçu comme un adieu silencieux, empreint de solennité et de dignité. Les hommes, souvent en larmes, défilaient en silence devant le lit du conquérant, comprenant que leur chef ne verrait pas l'aube d'un nouveau jour. La mort d'Alexandre fut un choc immense. Il n'avait pas encore atteint l'âge de 33 ans. Aucun successeur n'avait été désigné clairement, bien qu'il ait remis son anneau à Perdiccas, l'un de ses généraux. À la question de savoir à qui il léguait son empire, la tradition rapporte qu'il aurait simplement répondu « au plus digne » ou « au plus fort ». Cette réponse énigmatique déclencha une série de conflits sanglants connus sous le nom de guerre des Diadoques, qui allait bientôt déchirer l'Empire. Le corps d'Alexandre fut embaumé selon les rites orientaux, et son cercueil, selon certaines sources, fut initialement destiné à être transporté à Égaï, la nécropole royale de Macédoine. Cependant, Ptolémée,
ancien compagnon et futur fondateur de la dynastie Lagide en Égypte, intercepta le convoi et transporta la dépouille à Memphis, puis à Alexandrie, où un somptueux mausolée fut édifié. La disparition brutale d'Alexandre laissait derrière elle un empire immense, allant de la mer Égée à l'Indus, peuplé de peuples divers, de cultures multiples et d'institutions hybrides. L'absence d'héritiers adultes et reconnus rendait la stabilité politique presque impossible. Roxane, son épouse bactrienne, était enceinte, mais l'enfant à naître ne pouvait régner. Les généraux, chacun doté d'une partie de l'armée et d'un territoire à gouverner, se disputèrent pour l'héritage du conquérant. Très vite, l'unité fragile de l'Empire vola en éclats. La Macédoine et la Grèce redevinrent ni des foyers d'instabilité. En Asie mineure, la guerre éclata entre les partisans de différents diadoques. L'Égypte passa sous le contrôle de Ptolémée, tandis que Séleucos s'empara de la Babylonie. Antigone, Lysimaque, Cassandre, tous cherchaient à imposer leur autorité sur des régions de plus en plus autonomes. L'idée d'un empire universel, unifié autour d'un roi cosmopolite, s'effaçait au profit de royaumes indépendants. Pourtant, malgré l'effondrement rapide de son édifice politique, l'empreinte laissée par Alexandre perdura. Son ambition avait profondément transformé le monde méditerranéen et asiatique. Il avait introduit la langue grecque, la culture hellénique, les institutions grecques dans des régions où elles étaient inconnues. Les villes qu'il avait fondées, comme Alexandrie d'Égypte, devinrent des centres de savoir, de commerce et d'influence durable. Dans les domaines militaires, Alexandre avait également laissé une marque indélébile. Sa stratégie, son audace, son sens du terrain, sa capacité à inspirer ses troupes furent étudiés pendant des siècles. Les grandes écoles militaires du monde antique et médiéval considéraient ces campagnes comme des modèles d'excellence. Même les généraux romains, comme Jules César ou Pompée, se revendiquaient héritiers de sa vision. Au-delà des aspects militaires et politiques, l'œuvre d'Alexandre fut aussi une entreprise de métissage culturel. Par ses mariages, par la promotion d'élites locales, par l'intégration d'administrateurs perses, par le respect des cultes orientaux, il avait tenté de créer un monde où les différences ne seraient pas effacées, mais harmonisées. Cette vision, bien que partiellement réalisée et rapidement compromise, marqua durablement l'histoire. La période qui suivit sa mort est connue sous le nom de période hellénistique. C'est alors que la culture grecque, grâce aux fondations posées par Alexandre, se répandit dans tout le Proche-Orient, en Égypte, en Perse et jusqu'aux portes de l'Inde. L'art, la philosophie, les sciences, l'architecture portèrent la marque de cette rencontre entre l'Orient et l'Occident. De grandes cités comme Pergame, Séleucie, Antioche et Alexandrie devinrent des pôles d'innovation, de savoir et de pouvoir. Sur le plan symbolique, Alexandre fut rapidement érigé en figure mythique. Des récits fabuleux circulèrent à son sujet, le présentant comme un demi-dieu, un roi philosophe, un héros invincible. Des romans, des poèmes, des fresques le représentaient, affrontant des créatures exotiques, voyageant jusqu'aux confins du monde, dialoguant avec des sages d'Inde et d'Égypte. Sa légende traversa les siècles, intégrée dans les traditions arabes, perses, byzantines et médiévales européennes. Au fil du temps, la figure d'Alexandre fut interprétée de multiples façons. Pour certains, il était l'incarnation de la démesure, un homme dont l'ambition surpassait toute mesure humaine. Pour d'autres, il représentait le rêve d'unité universelle, unificateur des peuples, bâtisseur d'un empire des esprits autant que des territoires. Ce qui est certain, c'est que son passage, bref mais intense, transforma radicalement l'Antiquité et jeta les bases d'un monde nouveau.
L'épopée d'Alexandre le Grand, commencée dans les plaines de Macédoine, s'acheva dans les jardins suspendus de Babylone. En à peine une décennie, il avait bouleversé les équilibres anciens, renversé la plus puissante dynastie orientale, fondé des dizaines de villes, traversé des milliers de kilomètres et laissé une empreinte indélébile sur les civilisations futures. Son nom demeure, encore aujourd'hui, synonyme de conquête, de grandeur et de fascination. Après la disparition d'Alexandre, l'énorme empire qu'il avait construit en seulement une dizaine d'années entra dans une période de conflits internes, de partage précaire et d'ambitions rivales. Le rêve d'un empire unifié entre l'Orient et l'Occident s'éteignit progressivement dans les querelles des diadoques, ses anciens compagnons d'armes et généraux. Pourtant, les fondements qu'il avait posés continuèrent de façonner les royaumes hellénistiques qui reprirent et adaptèrent ces modèles politiques, militaires et culturels. L'héritage le plus immédiat fut territorial. À la mort d'Alexandre, l'Empire fut théoriquement divisé entre plusieurs gouverneurs régionaux, chacun chargé d'administrer une portion de l'immense domaine. Cependant, cette solution transitoire ne dura pas. Très vite, les ambitions personnelles prirent le dessus. Des affrontements sanglants éclatèrent entre les principaux diadoques, Antigone, Ptolémée, Séleucos, Lysimaque et Cassandre. Chacun cherchait à s'emparer d'une part plus grande du pouvoir, voire à restaurer l'unité sous son propre commandement. Ptolémée prit le contrôle de l'Égypte, où il fonda une dynastie qui allait durer presque 3 siècles, jusqu'à Cléopâtre. Il développa Alexandrie, en fit un centre intellectuel et religieux, encouragea les échanges avec le monde grec et africain. Séleucos s'empara de l'Orient, créant l'empire séleucide, qui s'étendait de la Méditerranée à la frontière de l'Inde. Antioche devint l'une de ses capitales. En Macédoine et en Grèce, d'autres luttes se poursuivaient, marquées par une instabilité politique presque constante. Malgré ces conflits, l'expansion de la culture grecque se poursuivit. Le grec devint la langue commune de l'élite dans une grande partie du Proche-Orient. Des institutions grecques furent introduites, comme le gymnase, les assemblées civiques et les temples dédiés aux dieux de l'Olympe. Mais ces éléments s'adaptèrent souvent aux contextes locaux. Ainsi, dans l'Empire séleucide, on vit cohabiter des cultes grecs et mésopotamiens, des traditions administratives, perses et grecques, et une architecture mêlant les styles orientaux et occidentaux. La diffusion de l'hellénisme ne se fit pas uniquement par la force. Elle fut également le fruit d'échanges, de mariages mixtes, de migrations et de syncrétisme religieux. À Alexandrie, à Pergame, à Antioche, les savants grecs côtoyaient des philosophes égyptiens, des prêtres babyloniens, des mathématiciens indiens. Cette hybridation culturelle donna naissance à de nombreuses innovations dans les domaines de la médecine, de l'astronomie, des mathématiques et de la philosophie. L'Inde, bien que rapidement libérée de l'autorité directe des successeurs d'Alexandre, conserva aussi certaines traces de son passage. Les royaumes de la vallée de l'Indus intégrèrent des éléments artistiques et militaires grecs. Dans le nord-ouest du sous-continent, des royaumes indo-grecs apparurent, où des rois d'origine macédonienne régnaient sur des populations locales, émettaient des monnaies bilingues et entretenaient des échanges avec le monde hellénistique. Sur le plan militaire, les armées hellénistiques reprirent les principes introduits par Alexandre. L'organisation en phalange, l'usage combiné de cavalerie et d'infanterie, l'importance de la discipline et de la mobilité. Cependant, sans un génie stratégique équivalent, ces armées devinrent plus rigides, moins aptes à l'adaptation. Ce fut notamment un facteur dans leur affaiblissement progressif face à de nouveaux adversaires, comme les Romains ou les Parthes. L'influence d'Alexandre se fit aussi sentir dans les idées politiques.
Il avait posé les bases d'une royauté universelle, fondée non plus uniquement sur la naissance ou la tradition, mais sur le charisme, la conquête et la capacité à intégrer des peuples divers. Cette idée inspira des modèles de souveraineté dans l'Antiquité tardive, puis chez les empereurs romains, et même au-delà. Alexandre était devenu une référence, un mythe politique, utilisé pour légitimer de nouveaux empires. Sur le plan religieux, son image évolua également. Dans certaines régions, on le vénéra comme un demi-dieu, un héros civilisateur, un modèle de sagesse et de force. Des cultes lui furent consacrés, des temples construits en son honneur. Dans la tradition iranienne, il fut parfois perçu comme un destructeur, un envahisseur impie, tandis que dans la tradition islamique plus tardive, il fut assimilé à Dhu al-Qarnayn, un personnage coranique aux cornes symboliques, protecteur contre les forces du mal. Ce double visage d'Alexandre, à la fois admiré et redouté, reflète la complexité de son héritage. Pour les Grecs, il fut l'ultime héros, celui qui avait accompli ce que ni Héraclès ni Achille n'avaient réussi, soumettre le monde connu. Pour les peuples d'Orient, il fut tantôt un souverain éclairé, tantôt un conquérant destructeur. Dans tous les cas, il laissa une empreinte que nul autre roi antique ne parvint à égaler. L'évolution des cités fondées par Alexandre et ses successeurs illustre également la pérennité de sa vision. Alexandrie devint un phare culturel du bassin méditerranéen. Sa bibliothèque, ses écoles de médecine et de philosophie, son port cosmopolite attirèrent des penseurs de tout le monde antique. Des générations de savants, de poètes et d'explorateurs s'inspirèrent de l'idéal d'un monde unifié par la culture, le savoir et le commerce. Les idées d'Alexandre traversèrent aussi les siècles. Au Moyen Âge, on redécouvrit ses exploits à travers les traductions arabes, persanes et byzantines. Des récits mythifiés, comme le roman d'Alexandre, circulaient au lit de l'Espagne jusqu'à l'Inde. Mêlant réalité historique et légende, il apparaissait tantôt comme un roi, sage et pieux, tantôt comme un voyageur intrépide, affrontant des monstres et découvrant les secrets du monde. Les souverains européens de la Renaissance et de l'époque moderne voyaient en lui un modèle. Louis XIV, Napoléon Bonaparte, Frédéric II se comparaient à lui, cherchant à imiter son génie militaire et son audace politique. Même dans l'art, la peinture, la littérature, Alexandre restait un archétype du héros absolu, de l'homme d'État conquérant et visionnaire. L'archéologie moderne a permis de mieux comprendre l'ampleur de son œuvre. Les vestiges de ses villes, les inscriptions bilingues, les monnaies frappées sont mis à son effigie. Les objets retrouvés dans les couches orientales de l'Empire témoignent de la profondeur de sa politique d'intégration. Loin d'être un simple destructeur, Alexandre fut aussi un bâtisseur, un organisateur et un passeur de culture. À mesure que le temps passe, la figure d'Alexandre reste l'une des plus fascinantes de l'histoire humaine. Il incarne à la fois la lumière et l'ombre, l'audace et la démesure, le rêve et le chaos. Son empire, bien que fragmenté, ouvrit des voilées aux nouvelles, brisa des frontières mentales et physiques, et inaugura une ère où les civilisations commencèrent à dialoguer au-delà des conflits. À l'issue de sa vie brève mais fulgurante, Alexandre le Grand laissa derrière lui un empire immense, un héritage culturel complexe et une trace indélébile dans la mémoire collective de l'humanité. Mais au-delà des faits historiques, des conquêtes et des institutions, l'ombre d'Alexandre continua de hanter les siècles, devenant un point de référence pour les civilisations ultérieures, un modèle autant qu'un avertissement. La 8e et dernière étape de son épopée s'étend bien au-delà de sa mort physique. Elle appartient à la sphère de l'histoire, de la légende et de l'imaginaire universel. Dès le début de l'époque hellénistique,
Le nom d'Alexandre fut entouré d'un respect quasi sacré. Dans les cours royales, issues de ses anciens généraux, son image fut invoquée pour légitimer des règnes et des réformes. On érigea des statues à son effigie, parfois grandeur nature, parfois idéalisées à l'image des dieux grecs. À Alexandrie, Séleucie, Antioche et Pergame, les fresques, les mosaïques et les sculptures représentaient Alexandre dans ses moments de gloire, franchissant l'Hellespont, chargeant à Issos, tendant la main à Darius vaincu ou s'entretenant avec des sages orientaux. Dans les récits oraux, Alexandre ne fut pas seulement un roi ou un général, il devint une figure mythologique. Les romans d'Alexandre, compilés et transformés au fil des siècles, racontaient de ses voyages au-delà des mers, ses descentes dans les profondeurs de la terre, ses rencontres avec des êtres surnaturels. On le disait initié au mystère de l'Égypte, maître de la sagesse de l'Inde, et même fondateur de cités dans des mondes invisibles. Ces récits furent traduits en grec, en latin, en syriaque, en arabe, en persan et en sanskrit, chacun y ajoutant ses propres croyances, ses symboles, ses rêves. Dans le monde islamique médiéval, Alexandre fut identifié au personnage de Dhu al-Qarnayn, celui aux 2 cornes, cité dans le Coran. Cette figure protectrice et pieuse, qui construisit un mur contre les forces du chaos, fut largement interprétée comme une version idéalisée du roi macédonien. En Perse, malgré la mémoire douloureuse de l'invasion, les poètes et penseurs intégrèrent Alexandre dans leur tradition, le représentant tantôt comme un roi juste, tantôt comme un conquérant guidé par la fatalité divine. En Occident, les humanistes de la Renaissance redécouvrirent les textes antiques le concernant. Des auteurs comme Plutarque, Arrien et Quinte-Curce furent traduits, étudiés, commentés. Alexandre devint un modèle d'éducation, de discipline, d'ambition. Dans les académies militaires, on enseignait ses manœuvres. Dans les salons des lettrés, on débattait de sa philosophie. Son nom réapparaissait dans les discours des rois et des empereurs, souvent évoqué comme une figure à égaler, voire à surpasser. Napoléon Bonaparte, en particulier, vouait une admiration manifeste à Alexandre. Il emportait avec lui des biographies du conquérant et se plaisait à comparer ses campagnes à celles menées dans l'Antiquité. Mais si Alexandre fut pour certains un modèle à imiter, il fut aussi un avertissement, celui d'un destin brillant, certes, mais tragiquement écourté, d'un pouvoir absolu, sans succession claire, d'un rêve universel brisé par l'ambition humaine. Dans les siècles plus récents, les historiens ont poursuivi l'analyse de son règne. Grâce à l'archéologie, de nouvelles perspectives ont été ouvertes sur les villes qu'il fonda, les routes qu'il traça, les échanges qu'il favorisa. Les fouilles menées en Asie centrale, en Égypte, en Iran, en Irak et en Afghanistan ont permis de mieux comprendre l'ampleur de sa politique d'intégration et son influence sur les populations locales. Mais Alexandre reste aussi une énigme. Qui était-il vraiment, au-delà des récits souvent contradictoires? Un visionnaire désintéressé ou un homme poussé par la soif de pouvoir? Un souverain éclairé ou un tyran impitoyable? Un artisan de paix ou un fauteur de guerre? Les réponses varient selon les époques, les cultures, les idéologies. Peut-être est-ce là le secret de sa pérennité, sa capacité à incarner des figures multiples, parfois opposées, toujours fascinantes. D'un point de vue géopolitique, l'empire d'Alexandre n'a pas survécu en tant qu'entité unifiée, mais son influence se fit sentir pendant des siècles. La langue grecque resta une langue de culture dans une grande partie du Proche-Orient jusqu'à l'arrivée de l'arabe. Les formes artistiques, les modes de pensée, les institutions civiques inspirées par les Grecs continuèrent à irriguer les civilisations orientales.
Même à Rome, les élites regardaient vers la Macédoine et l'Orient comme des sources de raffinement et de prestige. Sur le plan intellectuel, les écoles fondées dans les cités hellénistiques produisirent des œuvres qui allèrent nourrir le savoir humain pendant des générations. Médecine, astronomie, géographie, mathématiques, philosophie, toutes ces disciplines furent transformées par la circulation des idées initiée par les conquêtes d'Alexandre. La bibliothèque d'Alexandrie, bien qu'en grande partie détruite, symbolise encore aujourd'hui cette ambition de rassemblement universel du savoir. Enfin, l'image d'Alexandre s'est ancrée dans l'inconscient collectif comme celle de l'homme qui rêvait de tout connaître, de tout voir, de tout unir, qu'il ait été motivé par la gloire, par le désir d'imiter les héros homériques ou par une vision sincère d'un monde harmonieux. Il poursuivit son objectif avec une intensité rarement égalée. Cette quête, cette tension constante entre les limites humaines et l'ambition infinie, en fait une figure tragique et admirable à la fois. Son nom, plus de 2000 ans après sa mort, continue de résonner. Dans les livres, dans les films, dans les discours politiques, dans les symboles nationaux, Alexandre reste une référence, un repère, un mythe vivant. Il est devenu, pour reprendre les mots d'un philosophe moderne, un miroir dans lequel chaque époque projette ses propres rêves et ses propres cauchemars. Ainsi se termine l'histoire d'Alexandre le Grand, non pas par une fin brutale, mais par une transformation, car il ne disparut jamais vraiment. Il vécut dans les pierres, dans les livres, dans les langues et les rites, dans les esprits et les cœurs. Et tant que l'humanité se souviendra de ses origines, de ses ambitions et de ses excès, le nom d'Alexandre ne cessera d'habiter l'histoire.